FPP Blue. FPP Blue. FPP Blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FPP Blue. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM ou aussi pour l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici, ici nous sommes. Émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et aujourd'hui, nous allons avoir une émission dédiée à la langue française, tout en français. J'espère que je peux me débrouiller en cette langue très, très spéciale et compliquée aussi. Parce que nous allons parler de choses de grande importance sociale et solidaire, mondiale, internationale. Et en ce moment, nous avons déjà notre invité du jour, Emmanuel de Verdillac et Nicolas Batimbela. Mais pour faire la présentation, je veux dire que c'est un sujet dans lequel nous sommes familiarisés de voir ces logos et ces actions solidaires. Il s'agit de Amnesty International. Pour ça, nous allons parler avec Nicolas Batimbela, qui est membre du conseil d'administration de Amnesty International France. Wow, black. La caméra a un petit accident, mais c'est pas grave. Ok, et c'est toutes les choses, petites choses, des trucs qu'on arrive à l'émission en direct. Bien sûr, je viens de dire que c'est membre du conseil d'administration d'Amnesty International France est membre du nouveau groupe Paris Volontaire, créé il y a moins d'un an dans le 15e arrondissement de Paris, car il n'y a en avait plus depuis plusieurs années. Aussi, à Emmanuel de Verdillac, avocat, écrivain et militant d'Amnesty depuis 40 ans. Entre autres activités culturelles, parce que c'est une dame très, très, très engagée socialement avec beaucoup de sujets très importants dans le monde de la culture. Bien, pour commencer à faire une petite introduction à ce qu'est Amnesty International. Et comme toujours, c'est une chose qui mélange la culture avec la musique. Et je vous propose d'écouter une chanson en différentes langues du monde, faite à l'Assemblée générale de la ONU, précisément accueillie pour Amnesty International, parce que nous devons savoir qu'Amnesty International a le droit à le vote dans le Conseil de la ONU. Donc, ne s'inquiète pas, va être très, très, très spécial et nous allons voir. C'est un morceau que vraiment, ça titre, on dit beaucoup, Price of Silence, el precio del silencio, le prix du silence. Allez. Listen. These are not just words tattooed on paper. No prison cell, no border fence, no torture well will stop our plea. No stone, no stain will mar the river of our dignity.
My child, for you today, our voice befriends the winds. Listen. This is for the orphan children and for all the refugees. The disappeared and the bombing victims don't get ratings on TV. Contra los armaguerras, contra las discriminaciones, contra los violadores, contra las malas vibras. We are all in this together, brothers and sisters. We can do better. Raise your voices to the sky. The price of silence is much too high. We said no to the war makers going on a killing spree. We said no to all dictators speaking their hypocrisy. Todos los seres humanos nacemos libres, nacemos hermanos. Hablemos más, es tiempo de armar un mejor mundo de amor e igualdad. Does the human rights laws apply for the blacks? Imagine if there was a genocide in Spain or somewhere in Bahrain. I see too many papers getting signed and nothing getting done. Young children in the battlefields fighting guns. I, Emmanuel Jal, war child born in war-torn Sudan. Lost my childhood, was it really God's plan? Yanji Gan, Janji Banja, blame the man. My heart goes for little Muhammad who lost both his mom and dad in a bomb blast in Baghdad. No more words and pretty phrases, no more speeches and delays. While you talk, the world is waiting. You got to act on what you say. Jealous of your freedom, you're gonna find yourself in freedom. If you're not jealous of your liberty, you're gonna find yourself in slavery. Fight for your rights. Jump up, raise your fist up against injustice, display resistance. Use music to make a difference. If you don't agree, then keep your distance. Dedicated to disaster victims, poor people of vast descriptions. Faces you won't see televised. Rid the world of the killing and the genocide. A favor de los derechos, a favor de la dignidad, a favor de los humanos, a favor de la verdad. We are all in this together, brothers and sisters. We can do better. Raise your voices to the sky. The price of silence is much too high. A world of peace, a world of freedom, free from fear and discrimination. A world of peace, a world of freedom, with no disease and no starvation. A world of peace, a world of freedom. Time for love, education. A world of peace, a world of freedom, where justice rules in every nation.
cri du silence. Ça, c'est une collaboration de Amnesty International faite dans l'Assemblée générale des Nations Unies à les États-Unis, les territoires, maintenant avec Trump à la présidence. Wow. Donc, Amnesty International, Amnistia International. Il n'existe pas un gouvernement à l'abri d'un contrôle. Nous faisons ressortir la vérité. Nous exigeons que ceux qui violent les droits de l'homme soient tenus responsables. Donc, il y a des tâches à faire. La solidarité internationale, en premier lieu, une action efficace en faveur de certaines personnes victimes des abus, une couverture mondiale, bien sûr, et la universalité et individualité des droits de l'homme, la impartialité et indépendance, la démocratie et les droits de l'homme. Comment fonctionne l'Amnesty International? L'Amnesty International efface les cahiers judiciaires alors que, grâce à, ne le fait pas nécessairement. L'amnistie s'applique généralement aux crimes politiques. Amnesty est une organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès des Nations Unies. C'est quel est le propos d'Amnesty International? Bien sûr, la mission d'Amnesty International, c'est d'entreprendre, je dis que c'est le mot, entreprendre des enquêtes et des actions visant à prévenir et mettre fin aux violations graves des droits à l'intégrité physique et mentale, à la liberté de conscience et d'expression et de la protection contre la discrimination dans le cadre de son travail de promotion à tous les droits humains. Mais vous demandez qui dirige Amnesty International? La mission d'Amnesty International c'est dirigée par Agnès Callamand. Mais elle est une Française née en 1965, donc toujours c'est pour faire les mauvais droits, 58 ans. Et la docteure Agnès Callamand est la secrétaire générale d'Amnesty International. Et elle dirige le travail de l'organisation en faveur des droits de l'homme et est le principal porte-parole. Et un experte française des droits de l'homme, une rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires nommées par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça, c'est un bref semblant de ce qu'il y a pour parler aujourd'hui en la voix de Madame Emmanuelle de Verdilhac et Nicolas Batimbela. Vous êtes le contrôle de l'émission et ce que nous allons faire aujourd'hui. Bonjour, merci Juanito de cette présentation. Tout le monde ou presque connaît le nom, en tout cas, d'Amnesty International, la plus importante association de défense des droits humains au monde. C'est à peu près 10 millions d'adhérents et de sympathisants aujourd'hui, peut-être un peu plus même au jour où je vous parle. Amnesty International a été créé en 1961. Il faut se replonger à cette époque-là. On est en pleine guerre froide. En France, on a deux voisins qui sont des dictatures. L'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar, des dictatures dures. Et à un moment donné, justement, en 1961, il y a une grève d'ouvriers au Portugal pour demander de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. Et cette grève est réprimée de façon terrible dans le sang. Alors des étudiants
ont voulu porter un toast à la liberté dans un café et eux-mêmes ont été arrêtés, torturés, rien que pour avoir porté un toast à la liberté. Alors, un avocat britannique, Peter Benenson, s'est dit « ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Les Portugais ne peuvent rien faire pour les Portugais, les Espagnols ne peuvent rien faire pour les Espagnols, mais nous, les autres citoyens du monde, nous pouvons faire quelque chose. » En fait, il avait créé le droit d'ingérence avant le mot, avant le terme. Il a lancé un appel dans le journal Observer indiquant que, justement, le monde libre pouvait faire quelque chose pour ceux qui n'étaient pas libres. Et son appel a eu un tel retentissement, il a eu jusqu'à 10 000 signatures et il a créé une association qui s'appelait Amnesty et qui plus tard deviendra Amnesty International. Il y avait vraiment un besoin. Les Britanniques pouvaient œuvrer à faire libérer des Chinois, des Français pouvaient œuvrer à faire libérer des Africains, etc. Voilà comment ça a commencé. Les choses curieuses, c'est que c'est un mouvement qui a commencé en Angleterre. Donc, c'est la vision de l'Europe en tant qu'il y a des problèmes, même dans l'Europe, même dans l'autre part du monde. Tout à fait. Une des grandes règles d'Amnesty au départ, c'était on ne travaille pas sur son propre pays. On travaille sur les autres. Voilà. Mais les Américains pouvaient travailler sur ce qui se passait en France. Depuis quelques temps, depuis quelques années, il est possible maintenant de travailler 1/5 du budget de chaque section peut travailler sur son propre pays. Et c'est vrai qu'en France, maintenant, il y a de quoi faire. Entre les violences policières, les conditions carcérales tout à fait indignes, les interdictions de manifester, les contrôles aux faciès, etc. En France, nous pouvons maintenant travailler sur ces sujets-là. Ce qui n'empêche pas nos voisins suédois de travailler aussi sur les problèmes que l'on peut rencontrer en France. C'est une situation difficile parce que cet détail très délicat, on fait aussi les motifs de critique de l'action et du travail des militants d'Amnesty International. Ça veut dire que plusieurs des pays dans lesquels on était dénoncé des abus, on a contre-attaqué en disant que la labor d'Amnesty International c'est partiel et qu'elle n'est pas toute la vérité. Mais l'effort de travail se traduit aussi en une information véritable qui a renforcé aussi la militance sociale civile. Alors, on peut peut-être parler de la méthodologie d'Amnesty et les 3 piliers sur lesquels on s'appuie. Et ces 3 piliers, c'est enquêter, alerter et agir. Et ça commence par enquêter, c'est-à-dire qu'on a des équipes de chercheurs qui produisent des rapports, des enquêtes sur les situations d'atteinte aux droits de l'homme auxquelles on s'intéresse. Alors, ces enquêtes sont menées avec un sérieux qui fait toute la réputation d'Amnesty International. Enfin, une grande partie de la réputation d'Amnesty International sont des rapports, des enquêtes qui sont ensuite réutilisées à la fois par les organisations internationales. Vous avez mentionné l'ONU auprès duquel on est accrédité, mais on est accrédité auprès d'un certain nombre d'organisations internationales, mais aussi auprès des médias qui utilisent fréquemment les enquêtes et les rapports d'Amnesty International. Le second pilier, c'est utiliser ces enquêtes, ces rapports pour alerter le monde entier des situations que l'on dénonce. Et le troisième pilier, c'est agir, c'est faire en sorte que ce qu'on a trouvé, et ce qu'on a diffusé comme information ne reste pas lettre morte. Et pour cela, on s'appuie de la réputation d'Amnesty International pour parler aux autorités des différents pays, mais aussi, et c'est là un élément important d'Amnesty International qu'il faut prendre en compte, Amnesty International est avant tout un mouvement de militants.
Oui, et c'est ça se traduit aussi dans l'effort parce que on a réussi à avoir le statut de consultif à la ONU 1964, c'est-à-dire 3-4 ans après de sa fondation, on était vraiment touché le problème mondial de la violence, de la force de l'État en contre de différents types de sociétés. Et bien sûr qu'avoir un espace l'équipe mondiale qui regarde la situation pour, ça se dit, la ONU a aussi ses propos, et ses propos c'est mis en action un arbitrage pour le problème mondial. Je crois que ça a été vraiment une réussite de l'action sociale de tout ce qu'on conforme Amnesty International. Mais avant. Je peux rajouter une petite chose à ce qu'a dit Nicolas. Par exemple, en France, le ministère des Affaires étrangères interroge très souvent donc les experts d'Amnesty International France sur tel ou tel pays dont ils n'ont pas autant d'informations que le service Relations extérieures d'Amnesty, par exemple. Alors, c'est vrai que du fait du sérieux de nos enquêtes, on ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rôle d'Amnesty, c'est de jouer aussi un rôle de poil à gratter. On n'est pas là pour faire plaisir. Et si on faisait plaisir à tout le monde, on ferait mal notre boulot. Ce qui fait qu'on est souvent dénigré, de plus en plus. Il y a même des campagnes contre Amnesty International et d'autres ONG. À partir du moment où on dénonce des faits avérés qui ont été cachés jusque-là, ça déplaît. Et ça déplaît d'autant plus qu'on ne peut pas nous menacer de nous couper les vivres. Amnesty est d'abord une association indépendante sur le plan politique et indépendante sur le plan financier. Nous ne recevons aucune subvention, on ne peut pas nous menacer de couper les vivres, de couper les subventions, on se débrouille tout seul. Et c'est vrai qu'Amnesty reçoit des dons de personnes comme vous et moi essentiellement. Ça l'importance de qu'on a réuni 10 millions de participants par tout le monde. Et ce sont les participants de la société civile, mais les personnes, on pense que la société civile, c'est les personnes qui ne connaissent pas les choses. Non, par contre, ils sont des enquêteurs, ils sont des personnes avec le travail de différentes organisations au côté international. Donc, on avait vraiment la conviction de faire le travail, parce qu'ils sont bénévoles, mais il faut avoir les fonds financiers pour ces déplacements, pour mise de l'aide. Et si bien sûr, vous avez dit une chose, c'est très vrai. J'ai vécu le travail d'Amnesty International en tant que les rapports de la violence dans mon pays. Il y a très ponctuel des autorités gouvernementales en France qu'on a consulté ça et fait des enquêtes parallèles à l'information donnée par Amnesty International. Je crois que nous pourrons parler comment est-ce qu'on avait réussi à arriver à ce niveau de crédibilité. Alors, pour répondre à ça, je vais prendre un petit détour et dire sur quoi repose la crédibilité d'Amnesty International. On l'a dit, c'est sur le sérieux de nos enquêtes, le sérieux de notre travail, notre capacité en fait à diffuser ce message et à le porter. Mais c'est aussi lié à notre impartialité. Et notre impartialité, elle est basée sur le fait qu'on est à la fois indépendant, comme l'a dit Emmanuel, mais que notre boussole, notre guide, ce qui nous permet, nous fait parler, selon quoi on parle, c'est le droit international. C'est notre boussole. On s'appuie sur les avancées du droit international. Alors pour faire une petite histoire, en fait, le droit international humanitaire, le droit international autour des droits humains ou des droits de l'homme, ça remonte à 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Et on s'est dit plus jamais ça. Et une des
un des premiers actes a été bien sûr les procès de Nuremberg, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Et c'est véritablement tout le droit humanitaire, les droits humains ou les droits de l'homme reposent sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été conçue d'une façon universelle, c'est-à-dire pour s'adresser à nous tous les êtres humains sans distinction de race, de couleur, de genre, de sexe et même d'âge. Et puis aussi, elle a été rédigée par tout un panel de gens qui venaient d'horizons très différents et d'horizons géographiques différents. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas une œuvre occidentale, c'est une œuvre universelle. Il y avait des Dominicains, il y avait des Indiens, il y avait des Chinois qui ont participé à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ensuite, cette Déclaration universelle des droits de l'homme s'est enrichie d'autres accords, d'autres éléments, soit portés par l'ONU, soit portés par d'autres organisations qui ont débouché sur la Cour internationale, le tribunal pénal international, la Cour de justice internationale. Donc cette crédibilité aussi, elle repose sur notre usage très strict du droit international. Et cet usage, parfois, on nous le reproche parce que ça implique le sérieux de nos enquêtes et l'utilisation du droit international nous oblige à une certaine rigueur et à une certaine, je ne dirais pas prudence, mais une certaine rigueur dans le choix des termes que l'on utilise pour qualifier les violations des droits humains. Et aussi une grande sensibilité, même politique, parce que c'est très difficile d'avoir une organisation non gouvernementale en tant que dire des recommandations pour arranger les problèmes en certains pays. Nous savons tristement qu'un un jugement à tribunal de l'Haye, par exemple, on prend du temps. Prend que aussi dans le présent social peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais signifie que l'attention, l'effort, le travail doit faire un grand degré, très intense, avec une patience exemplaire et aussi une séquence, un suivre des choses qu'on passe le présent social, que c'est plus de temps que la vie individuelle des membres de la société. Juste une petite chose pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas à propos des textes internationaux qui font le droit international humanitaire. Tous les pays du monde, sauf 2, ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Vous n'allez pas me répondre, mais vous allez deviner qui sont ces 2 pays. Le premier, c'est la Somalie, parce que personne ne savait écrire dans le pays à l'époque. En tout cas, il n'y avait pas de gouvernement. Et le deuxième pays, c'est celui-là qui va vous étonner. Ce sont les États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais voulu participer au traité de l'ONU. Ils veulent avoir leur propre traité. Donc, d'ailleurs, ils ont fait une convention américaine des droits de l'enfant. Sinon, tous les autres pays du monde l'ont ratifié. Donc, qu'on ne dise pas que les droits de l'enfant, c'est une affaire de sentimentalité occidentale. Un enfant souffre au moins autant qu'un adulte quand on l'oblige à travailler, à prendre les armes, quand il est torturé, emprisonné, etc. La réalité, c'est plus dur parce qu'aujourd'hui, nous pensons, l'esclavitude s'est abolie déjà. Non, existe de différentes manières. Existe le travail infantile forcé, pas seulement dans les pays marginalisés pour le pouvoir et la force militaire, sinon aussi dans les pays comme l'Amérique du Sud, qu'on dit, ok, ils sont démocratiques, mais il y a toute une agression qu'on peut dire c'est génocide aussi en contre des secteurs vulnérables de la société, en ce cas l'enfance, les enfants. Je crois que les personnes aiment connaître certaines histoires, certains travaux ponctuels, parce que nous devons voir que c'est une action
no solamente de parler un peu d'una una associació no governamental, sinó de motivar la reflexió et la possibilitat d'acció de quelques personnes qui ont été engagées avec l'esprit de le respect à les droits de la vie, surtout à la dignité. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, quand on s'engage chez Amnesty International, on ne s'attend pas forcément à ce que les choses changent du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. C'est un travail à long terme, mais qui est porté par l'espoir parce que malgré tout, malgré le fait que les choses parfois bougent lentement, que ça soit pour un prisonnier d'opinion où il faudra des années avant de pouvoir le faire sortir de prison, que soient punis les actes de génocide ou de crimes de guerre, ou que soit abolie la peine de mort dans un pays, pour prendre 3 exemples différents. Oui, ça peut prendre des années, ça peut prendre même des générations. Mais en même temps, petit à petit, on voit les choses changer, on voit les attitudes changer, on a des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques qui sont libérés grâce à la pression internationale. Et c'est un travail, malheureusement, qui est constamment remis sur la table. C'est un travail... on souhaiterait un jour que Amnesty International soit inutile. Malheureusement, aujourd'hui, on peut dire que plus on avance, plus on a de choses à traiter. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que, comme on peut le constater chacun, la situation dans le monde... quelles que soient les parties du monde, évidemment avec des degrés différents, mais la situation dans le monde n'est pas favorable aux droits humains. Et la deuxième chose, c'est que les droits humains, dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, c'est un ensemble de choses. Ça va de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de religion, jusqu'aux droits économiques, sociaux et culturels. Et puis de nouveaux combats arrivent, comme le numérique, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, qui est un espace où les droits humains sont eux-mêmes très menacés. Oui, c'est ça. Il y a, je crois, une réalité que nous devons confronter. C'est l'utilisation de la technologie comme un instrument pour le bien et pour le mal, mais aussi la solidarité internationale comme un front total contre l'abus, contre le pouvoir. Surtout, la focalisation de voir que la dignité humaine, ce n'est pas discutible, ce n'est pas négociable. C'est une chose que par tout le système social doit être respectée. Et ça, comment est-ce qu'une personne à la rue, on peut comprendre ça? Je crois qu'on peut comprendre cette mesure d'importance à travers des histoires que on connaît les cas de chaque particularité dans la vie sociale. Et je crois que, bien sûr, vous pourriez faire toute une exposition des choses pour que les personnes, des auditeurs qui nous écoutent, que si bien on aime se communiquer directement, 01 40 05 06 10 si on veut participer avec une question, parce que maintenant nous allons entrer à la phase des histoires et à la phase de la formation de la section française d'Amnesty International, et aussi plus profondément c'est qu'on arrive dans le 15e arrondissement. Alors, dans le 15e arrondissement, il y a une époque où il y avait 2 groupes d'Amnesty. Et petit à petit, comme dans beaucoup d'associations, le militantisme faiblit et que, malheureusement, les militants disparaissent. Ils vieillissent, ils meurent, et puis les jeunes prennent la relève, mais pas longtemps. Toutes les associations connaissent ça. OK. Donc, moi, je me suis dit, j'habite le 15e. J'étais déjà dans un groupe depuis très longtemps, dans le 5e, 6e, 7e, qui marchait bien. Je me suis dit, alors, on en crée un dans le 15e. J'ai fait appel aux membres individuels du 15e, et c'est comme ça que Nicolas est venu, et une dizaine d'autres membres. Et nous voilà bien partis. Voilà. Et on s'intéresse donc à des cas individuels. Et comme tu le dis, Juanito, Amnesty part toujours de cas
individuelles de violation des droits humains, que ce soit des procès inéquitables, la peine de mort, etc. À chaque fois, on part d'un cas bien précis, d'un individu bien précis, effectivement, auquel on peut effectivement s'identifier de partout dans le monde. Et c'est ainsi que tous les ans, autour de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire autour du 10 décembre, il y a un événement qui dure 10 jours, et plus en fait, qui fait focus sur 10 cas de personnes, soit qui sont déjà emprisonnées, soit de groupes de personnes qui sont en danger, qui sont harcelées, et qui représentent tous les types de violations des droits humains qui peuvent exister, et qui concernent tous les continents, sauf l'Antarctique, mais bon, il n'y a pas foule non plus là-bas. Donc, si vous le voulez bien, on va vous parler de ces cas-là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça. Mais je vous invite à faire une petite pause pour savoir. Oui, c'est ça. Toujours animé par un morceau musical qu'on parle précisément dans des autres langues de cette problématique que souffre la société actuelle. D'ici, d'ailleurs. Mais est-ce que le public a écouté l'introduction? Je crois qu'on a écouté en espagnol, en anglais, en français, en flamand, et les petits morceaux de ce qu'est Amnesty International. En tout cas, c'est un petit morceau s'appelle un très fort militant social à la Colombie que on connaît comme Música de Abril et elle toujours parle de ce que nous allons écouter. Exijo justicia para Sofía y cada una de las almas que han sido víctimas de este sistema que nos roba la calma. Deseo paz y amor para todas las madres que hoy lloran. La ausencia de ese abrazo que ni siquiera el paso del tiempo borra. Que la verdad sea la cura para las noches en vela. Y que Dios nos revele cómo se perdona aunque duela. Me niego a aceptar que sea esta la realidad en la que vivimos. En un estado que solo actúa para el miedo infundirnos. Pero aquí estamos tú y yo, elevándonos, sembrando el futuro. Con la conciencia más alta, capaz de saltar el muro de la indiferencia y de la sistemática violencia. Olvida esa profunda creencia de que somos así por esencia y busca el amor en tu alma. No temas luchar por mis hermanas que hoy alzan el vuelo al más allá. Busca el amor en tus manos, la historia cambiarás. Juntos vencemos tiranos y hallamos la verdad. Culturellement, on parle de faire de l'amour aussi une arme d'union massive, mais aussi dans ce monde cruel et le système aussi froid, il faut de faire plus d'actions concrètes pour changer la situation. En ce cas, comme bien a dit Emmanuel de Berlihac, nous avons maintenant la introduction à ce travail concret qu'on peut avoir l'opportunité de faire la réflexion et aussi faire un défi d'action concret à Paris. Et bueno, allez-y. Changer leur histoire. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire pour ces 9 personnes ou groupes de personnes. Je dis bien 9 parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une des personnes, des 10 cas qui avaient été sélectionnés, a été libérée. C'est une journaliste burundaise qui s'était quand même pris 11 ans de prison pour avoir invité à son émission un défenseur des droits humains et un journaliste en exil qui avaient tous deux critiqué le bilan du Burundi en matière des droits humains. Donc, c'est une chance, tant mieux pour elle. Elle a été libérée. Bof. Donc, en revanche, je vais vous amener maintenant au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, où une jeune femme, donc une Saoudienne, une jeune femme, Manarel Al-Taibi, qui est professeure de fitness. Oui, ça existe là-bas.
Alors, vous vous souvenez sans doute que le très médiatique et très séduisant prince héritier, là, Ben Salam, qui a déclaré, pour faire plaisir aux Occidentaux, qu'il avait libéré les femmes de son pays, qui avaient le droit de conduire, qui avaient le droit de sortir sans chaperon, qui avaient le droit de sortir sans abaya. OK. Il n'empêche que cette malheureuse Manahel, qui a osé sortir sans abaya, qui s'est montrée sur les réseaux sociaux en tenue de prof de fitness, sans voile ni rien, cette malheureuse, elle a été enlevée de chez elle. Elle a été portée disparue pendant 4 mois. En fait, elle était en prison. Elle a été condamnée à 11 ans de prison, elle aussi. Pourquoi? Soi-disant pour terrorisme, bien entendu, mais surtout parce qu'elle n'avait pas la tenue vestimentaire acceptable et parce qu'elle défend des idées féministes. Elle a été tellement battue en prison qu'elle a eu une jambe cassée et bien sûr n'a reçu aucun soin. Et nous avons appris tout à fait récemment qu'en plus elle a reçu un coup de poinçon au visage. On ne sait pas si cela lui a crevé un œil, on n'a pas de nouvelles. Il y a une constante qu'il faut que vous sachiez parmi les cas dont nous traitons, c'est que ces personnes, en général, sont soumises à l'isolement. Or, la loi internationale dit qu'on n'a pas le droit d'être mis à l'isolement plus de 10 jours d'affilée. Or, elle, ça fait plus d'1 an qu'elle y est. Et les autres cas, c'est pareil. Deuxième constante, c'est que la plupart du temps, ces personnes sont torturées en prison. Troisième constante, c'est que les procès, parce qu'il y a généralement un procès, sont totalement iniques, sans avocat, sans droit de la défense, sans que personne ne puisse assister à ces procès. C'est le cas de Manahel. Donc, on n'a pas de nouvelles d'elle, à part ce qui peut sortir. Donc, quand l'Arabie Saoudite annonce s'ouvrir, c'est vraiment des faussetés, des mensonges. C'est vrai pour les Occidentaux, mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Donc, c'est pourquoi nous devons soutenir Manahel. C'est vrai qu'il y a une difficulté dans la bataille médiatique. C'est la responsabilité des personnes civiles de consulter différentes ressources d'information, de faire un ample que ça signifie un travail extra. Si les personnes aiment savoir tout, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la génération d'information est telle que difficilement on avait la capacité de réfléchir en ces cas. Donc, Amnesty International offre les channels, l'espace pour avoir des informations concrètes et de travailler comme ça. Comment se déroule ce travail-là? Alors c'est un travail d'enquête, parfois dans des situations très difficiles, parce que se dire d'Amnesty International dans certains pays ou dans certaines situations met votre vie, littéralement votre vie en danger. Donc le travail d'enquête sur le terrain se fait aussi en interrogeant des gens, en utilisant les nouvelles technologies qui nous permettent maintenant d'analyser un certain nombre de choses et de pouvoir en tirer des conclusions. C'est un travail de fourmi qui prend du temps, qui est un travail très risqué pour ceux qui mènent ces enquêtes, mais aussi pour ceux qui acceptent de nous répondre, qui acceptent de participer à ces enquêtes. Ce sont des témoignages qui sont vérifiés et revérifiés pour devenir non plus simplement de simples témoignages, mais des certitudes. Donc c'est un travail de fourmi qui prend beaucoup de temps et qui est systématiquement empêché par les autorités en place et aussi par les situations, parce qu'on se trouve souvent dans des situations de guerre ou de combat, comme à Gaza, comme en Ukraine, par exemple. Il faut dire aussi que souvent, les personnes et leurs familles, surtout, ne souhaitent pas qu'on parle d'elles par peur des représailles. Donc, le choix des personnes dont on va parler, qu'on va chercher à défendre, dépend aussi d'elles-mêmes. Toutes ne souhaitent pas être mises en lumière.
Eh bien oui, ça peut entraîner, dans certains cas, ça peut entraîner un surcroît, au contraire, de menaces, de torture. Donc il n'est pas question, bien entendu, d'entraîner, d'être la cause de cela. C'est une chose particulière que personne ne connaît pas bien. Si, par exemple, il y a des professionnels qui aiment s'engager à Amnesty International, c'est que la profession ou c'est que la formation que doit avoir avant de s'engager. Et si il y a des supports aussi de Amnesty International pour, comme dit Emmanuel, faire une sorte de préparation pour son travail. Bien sûr que ça représente la partie opérative, la partie qui doit être soutenue par des personnes de la société civile qui en avaient de conscience. Mais s'il y a des personnes qui aiment s'engager à Amnesty International, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah ben, c'est très simple, il suffit d'adhérer au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'être révolté par tout ce qui va à l'encontre de la dignité humaine. Et donc il n'y a pas de formation spéciale. Dans Amnesty International, il y a des gens de tout milieu qui militent pour les droits humains, parce que c'est une affaire de chacun de nous. En fait, c'est bien la question de toutes les ONG. Tout à l'heure, Emmanuel parlait de la difficulté auxquelles sont confrontées les ONG. Ce qui est moins vrai pour Amnesty International, parce qu'on continue à recruter de nouveaux membres et de nouveaux militants. Mais il y a quand même une crise de la militance et une crise finalement de l'implication de la société civile dans toutes ces situations. Or, comme on l'a dit, Amnesty International est une association complètement indépendante qui dépend à 98 ou 99% simplement du financement de membres individuels et puis pour 1% de ce qu'on peut vendre dans notre boutique Amnesty. Donc c'est vraiment, on se repose sur la société civile. Mais aussi, il faut savoir que si on veut défendre les droits humains, il ne faut pas compter sur les États, il ne faut pas compter sur l'ONU, il faut compter sur des associations comme nous, sur des ONG qui sont à la fois reconnues, puissantes, mais puissantes de l'investissement de chacun de nous. Alors les investissements peuvent être différents, hein. Ça peut être simplement payer sa cotisation, ce qui est déjà essentiel parce que ça permet à l'association de vivre. Ça peut être de s'engager un peu plus en signant les pétitions. Et là aussi, c'est extrêmement important parce que ça signale au gouvernement qu'il y a une opinion publique qui les regarde et qui leur demande des comptes. Et puis, c'est s'engager dans des actions de terrain, ce qu'Emmanuel connaît très bien et est en train de mettre en place dans le 15e arrondissement de Paris. C'est-à-dire, ces actions de terrain, ça va aussi bien d'être présent sur un marché, par exemple, pour faire signer des pétitions, pour discuter avec les gens, pour promouvoir, pour informer. Ça peut être une émission de radio, comme aujourd'hui. Et merci encore, Juanito. C'est ouvert le micro, c'est ouvert ici. Et il n'y a pas de publicité, c'est une radio associative qui précisément elle a la distinction d'être considérée des radios libres en France et que nous avons réussi il y a quelques jours pour tout le mouvement social à ne pas réduire l'apportation de fonctionnement qu'on avait de l'État. C'est une concession de l'État à avoir l'antenne. Mais c'est vrai que ce type d'action, toujours, on avait un coût économique. Je me rappelle que vous m'avez invité à certains événements d'Amnesty International qui agit aussi les choses culturelles, la promotion de certains films, la promotion de certaines situations qui ont permettre d'entrer à ce monde d'information véritable, de la vérité de l'action sociale en France. Ça, la nouvelle section que vous êtes en train de conformer, envisagez maintenant action comme...
Alors c'est vrai, nous sommes invités par la médiathèque Marguerite Yourcenar, donc dans le 15e, à passer aussi une soirée pour présenter nos actions et notamment les cas dont on va parler. Là, j'ai commencé à vous parler de Ménarel. On va continuer tout à l'heure. Nous allons organiser une soirée, mais ça c'est à la mairie du 5e, qui nous invite à parler des femmes et nous allons présenter le film Afghane, donc sur les femmes afghanes de Solène Chalvon-Fioretti. Nous espérons bientôt aussi, au mois de décembre, présenter un film italien extrêmement important, Un Paese de Resistanza, qui fait suite à un film formidable qui s'appelait Un Paese de Calabres, sur l'accueil des migrants. Voilà, on lit, comme vous venez de le dire, la culture avec l'implication, avec la résistance. Puisque malgré les gouvernements Salvini puis Meloni en Italie, il y a une résistance en faveur de l'accueil des migrants et en France aussi. Donc voilà le travail d'un groupe d'Amnesty ainsi que l'adoption d'un prisonnier. D'ailleurs, la petite, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi, Ménarel, notre groupe va l'adopter. Le groupe dans lequel je suis par ailleurs a adopté 3 prisonniers égyptiens à la suite, parce que chaque fois ils ont été libérés, comme quoi ça marche, et en relativement peu de temps. Donc l'adoption de prisonniers, le travail pour un prisonnier, ça compte pour la personne d'abord. Ok. Je vais faire une parenthèse que c'est nécessaire de faire. Emmanuel, écrivain aussi, a fait un grand travail pour réunir 5 récits de ces migrants et qu'on implique aussi cet engagement et cette investigation parallèle qui a lieu pour écrire Tout est vrai. Et je crois que c'est nécessaire de dire que les personnes qui s'engagent en œuvre chaque jour, chaque possibilité d'action, et implique écrire et implique aussi organiser des événements culturels, implique avoir un changement de la vision du monde. Et qu'est-ce que tu nous pourras dire, car tout est vrai? C'est vrai, je pense que mon engagement à Amnesty m'a amené à m'engager auprès des migrants et notamment à donner des cours de français. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer les 5 personnes de Tout est vrai, dont Juanito lui-même, dont l'histoire de vie et de réfugié n'est pas piquée des hannetons, comme on dit en France, et qui est un vrai thriller. Et c'est vrai que toutes ces histoires, j'aurais voulu continuer d'ailleurs, parce que tous ces migrants qui viennent chez nous prendre nos allocations, violer nos femmes et nos enfants, comme certains voudraient le faire croire, ce sont tous des gens exceptionnels et pourtant sont en même temps n'importe qui. Et s'ils quittent leur pays, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir l'écrire. Je crois que c'est une réalité ici en France et en toute l'Europe, la grande importance de l'immigration. Le phénomène qui s'est présenté aujourd'hui n'importe pas les causes économiques, politiques, importe les résultats de cette affectation sociale et vraiment ce sont des sujets très délicats. Nous pourrons dire, pas de Calais, oui, les campements de réfugiés. Nous pourrons dire, à côté de la rivière ici à Paris, il y a des manifestations d'un phénomène qui affecte les droits humains. Mais Amnesty International s'agite de présenter la dénonce ou dénoncement, se dit en français, de cet abus du gouvernement dans quel pays on fait la répression comme système d'affectation à les droits humains, à la dignité. Donc, vous pourriez continuer en cette information. Claro. On va continuer avec les cas qui nous tiennent à cœur.
je fais mes interventions, mais toujours c'est pour donner le point de vue des personnes qui ont pu penser dehors de toute cette situation, on fait des questions, moi-même, je m'enrichis beaucoup de savoir les détails parce que chaque personnalité qu'on vient ici à la radio, on fait l'apportation d'informations véritable indépendante, que c'était très, très, très difficile, dans un espace qu'il n'y a pas une ligne à suivre, sinon simplement de manifester ce que nous avons comme connaissance sociale. Alors tout à l'heure, on parlait en fait de l'impact sur les familles, de l'engagement des défenseurs des droits humains. Et il faut savoir que c'est une pression supplémentaire qui est mise sur eux, sur elles, sur ces personnes, le fait que leur famille puisse être ou devienne soit menacée elle-même du fait de leur action. Ici, je vais vous parler d'un cas vraiment terrible d'un jeune homme, d'un jeune Égyptien. Donc ça se passe en Égypte et qui est détenu uniquement à titre de sanction pour le militantisme de son frère en faveur des droits humains. Donc Okba Hachad, c'est son nom, n'est pas un militant lui-même des droits humains. Il ne s'est pas signalé de ce point de vue-là auprès des autorités égyptiennes, et pourtant il est traité d'une façon absolument ignoble, tout simplement parce que son frère, lui, est un militant des droits humains. Alors en quelques mots, son histoire, elle remonte au 20 mai 2019, et des agents de l'Agence de sécurité nationale égyptienne ont pris d'assaut le dortoir d'Okba Hachad, étudiant à l'université, arrêtant tous les étudiants présents. Et ils ont tous été ensuite remis en liberté au bout de quelques jours, à l'exception d'Okba. Les agents se sont rendus compte que ce dernier était le frère d'Amr Hachad, un militant des droits humains en exil, qui, lui, dénonçait les atteintes aux droits fondamentaux commises dans son pays. Et à partir de là, c'est l'enfer qui a commencé pour Okba. Pendant 77 jours, sa famille n'a pas su où il se trouvait. Et pendant cette période, il a été torturé par des décharges électriques sur ses organes génitaux et sur le moignon de sa jambe droite, parce que Okba a été amputé à la suite d'un accident survenu dans sa jeunesse. En août 2022, donc 3 ans après son arrestation, la prothèse de jambe dont il a besoin pour se déplacer sans aide s'est cassée. Il a fallu 16 mois pour qu'on lui en donne une autre, et cette autre prothèse n'était pas adaptée à son handicap. Donc, c'était une torture supplémentaire, en fait, qu'on lui infligeait. Le 20 février 2024, enfin, un juge a ordonné sa libération. Il était maintenu en détention provisoire, soi-disant, depuis plus de 2 ans, et c'est la limite autorisée par la loi égyptienne. Eh bien, pour le maintenir encore en prison, et donc continuer à faire pression sur son frère, des procureurs ont découvert une nouvelle affaire contre lui. Évidemment, une affaire complètement forgée de toutes pièces pour justifier son maintien en détention. Donc cet exemple absolument terrifiant d'un jeune homme qui a été pris en otage par l'État, tout simplement parce qu'il fait partie de la famille d'un défenseur des droits humains. Donc ça fait partie des 9 cas emblématiques par sa situation, emblématiques par le pays dans lequel ça se passe, qui font partie des 9 cas de changer leur histoire qu'Amnesty porte cette année. Il faut savoir qu'en Égypte, il y a à peu près 60 000 prisonniers d'opinion. 60 000. C'est pas mal. Je pense que c'est plus qu'en Iran. Ici, il y a un nouveau problème qui sort à l'occasion de faire cet dénoncement. C'est le grand travail de parler des langues des pays, de connaître le système judiciaire de ces pays, comment on s'agite les démarches pour faire une accusation et comment cette accusation est
considéré en face des droits internationaux. Je crois qu'à un niveau de faire la dénonciation, ça demande les personnes militantes là-bas deux choses. En première, ce n'est pas la sang-froid, sinon la prudence et la vision de présenter une situation que par toutes les lumières possibles, on était vraiment un abus de l'État en contre de la dignité humaine. Et ça, nous savons que la puissance médiatique de l'État est simplement énorme. C'est simplement une chose que c'est bien pour l'État de dire c'est pas vrai. Nous avons réagi à une situation criminelle et tout ça, ça se dit beaucoup. Pas de la condition humaine, sino de la condition sociale et la pression que les pouvoirs exercent sur la population. Je crois que c'est admirable le travail d'enquête judiciaire, des avocats qui ont fait le travail de manière engagée con les valeurs. Et ça, les personnes doivent connaître ça. Je crois que parallèlement à las histoires qu'on décrit l'abus, je aime de demander une histoire de ceux qui ont fait le travail. Parce que, comme vous avez dit précisément, Nicolas, de s'engager et se sortir à un autre pays, c'est un danger. C'est simplement arriver à l'aéroport et nous sommes vulnérables pour les autorités de douane, pour les autorités militaires. Et qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais je suis d'Amnesty International, c'est pas facile, non? Non, c'est pas facile, et c'est vrai, Amnesty, enfin les chercheurs, puisque ce sont des chercheurs qui sont des spécialistes de régions, de pays, etc., viennent toujours dans un pays avec un visa. Je veux dire, ils ne viennent pas en fraude, ils ne se cachent pas. Voilà, bon, ça ne veut pas dire qu'ils annoncent à tout le monde qu'ils arrivent, hein, mais c'est vrai que c'est toujours de façon légale. Amnesty est une association légaliste, elle ne va pas commencer à mener des enquêtes de façon illégale. Mais précisément, cette situation a mis en risque à les personnes de manière naturelle, entre guillemets. Tu viens d'une organisation internationale, ok, viens, qu'est-ce que tu veux faire ici? Ça, c'est un risque. Être légal dans un pays, c'est un risque si nous allons discuter les droits à faire les choses pour part de l'État sur la population. Oui. Juste pour ajouter que le risque n'est pas simplement porté par les chercheurs, il est aussi porté par les militants d'Amnesty International. On l'a vu, on a dû fermer nos bureaux dans certains pays, en particulier en Chine et en Russie, parce que les militants d'Amnesty International étaient menacés. Mais c'est le cas aussi dans des pays peut-être moins dictatoriaux que la Russie ou la Chine. C'est arrivé en Turquie, où le président d'Amnesty International a été incarcéré et menacé d'un procès, simplement pour mener nos activités de défense des droits humains. Donc c'est l'ensemble du système. Alors évidemment, nous, en France, on n'est pas menacés de la même façon. Quoique, je trouve que de plus en plus, c'est pas simplement le cas pour Amnesty, mais pas mal d'associations de défense des droits humains sont montrées du doigt, sont même criminalisées, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas nous menacer de nous couper les vivres. Il y a tout un travail de sape qui se fait. Et nous nous en rendons compte d'ailleurs sur le terrain. Au mieux, nous sommes considérés comme des doudingues, bêtement utopiques, mais de plus en plus, on est considéré comme quasi aidant des terroristes, puisqu'on accueille, nous, des migrants et qu'on dénonce des crimes commis par les États. Non, moi, je pense qu'en plus, il y a en France des impossibilités de manifester qui sont de plus en plus prégnants. Ce n'est pas forcément vis-à-vis de membres d'Amnesty, mais de membres de militants pacifistes.
Les choses positives, c'est que jour à jour, la résistance sociale et la participation des citoyens à la rue, pour dire la description de la personne qui se manifeste, on était toujours aussi énergique, aussi engagé. Donc, je veux vous inviter à faire une petite pause musicale et nous continuons de décrire les situations d'Amnesty International, surtout aujourd'hui, après de connaître des histoires concrètes, voir comment la personne on peut s'engager, on peut participer, on peut collaborer à cette noble tâche, que c'est une obligation morale internationale et que c'est aussi le moment de sortir de la passivité, que c'est toujours le danger social, à l'action en la mesure de notre possibilité. Donc, si vous n'avez pas notre chose à dire, une pause musicale y va. Por don Leonidas Plaza. Y hicimos una versión en La Pipa de la Paz. Y hoy nos va a acompañar un músico chéverísimo que se llama David. No llevo para mi casa una mujer baracunatana porque pueden pensar que estoy loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chiclete, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del jean, el overol y la chaqueta. La 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 la. Por eso tú eres carulla, retrachera, abeja, vergaja, fulera, guaricha, baracunata, charamú, baracunata, y con el mono de la moto era 9 que tenía y le ponía serenata. No llevo para mi casa una mujer baracunatana porque pueden pensar que estoy loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chiclete, también galletas, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del jean, el overol y la chaqueta. La 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 la. Por eso tú eres carulla, retrechera, abeja, vergaja, culera, guaricha, garosa, morronga, farisea, borsovia, baracunata, charamú, baracunata, no. Con el mono de la moto era 9 que tenía y le ponía serenata. Y con el mono de la moto era 9 que tenía y le ponía serenata. Sí, señora.
Nous venons d'entendre un groupe espagnol, Aterciopelados, et bien sûr un engagement musical de description culturelle. Nous continuons ici avec Emmanuel de Berlihac, avocat, écrivain et militant depuis 40 ans à Amnesty International, comme je viens de dire, entre autres activités culturelles comme écrire, que ça, j'admire la manière d'écrire français comme ça. Et c'est très intéressant de lire. Non seulement tout est vrai, il y a pour là certains titres très intéressants qui décrivent situations sociales vraiment touchantes de l'esprit, touchantes de l'âme. Donc, aussi, monsieur Nicolas Batimbel. C'est d'origine italienne, Nicolas? Oui, c'est ça. Mais en passant par la Grèce, parce que mon père était grec. Ah! En fait, c'est son père, c'est grec. Yasu. Oui. C'est ça, m'a venir les souvenirs d'un grand personnage grec avec qui je travaillais, qui bien connaît à Emmanuel aussi, Robidus Mantolis. C'est parti de la vie comme la opportunité de connaître. Parce qu'en parlant de la Grèce, nous parlons dans toute une histoire de domination ottomane, de crimes, aussi de résistance, et c'est formidable la situation et la, comment on dit, maturité politique des pays en certaines étapes de la vie. Connaître que les personnes qui ont souffert la guerre et qu'on a participé dans ce phénomène humain de haine, de violence, on avait une vision différente. Aussi en l'Amérique latine, dans les années 60 à des années 70, qu'on a bouleversé le monde de différentes courants sociaux libertaires. On a fait le développement d'une conscience sociale qu'aujourd'hui c'est difficile de voir un petit enfant avec son portable et tu lui demandes vous connaissez l'histoire? Non, mais vagabond, on était ici en train d'écrire l'histoire de la fantasy seulement comme ça. Bueno, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous allons continuer avec Nicolas et Emmanuel pour connaître le travail, les histoires et surtout les moments cruciaux de cette émission, de voir las possibilités de participation de la société civile dans une section d'Amnesty International radiquée à Paris et concrètement dans le 15e arrondissement, qui est bien sûr très engagé. Alors, il faut que vous sachiez que l'année dernière, cet événement, donc Changer leur histoire, a ramené quand même, rien qu'en France, 640 000 signatures de pétitions. Il est évident que cette année, on doit faire mieux. Donc, on compte sur vous. Donc, maintenant, je vous emmène, après le Moyen-Orient, je vous emmène en Asie, au Vietnam, avec un avocat, Dan Dinh Bac. Et je vais vous lire juste une phrase qui l'a amené à s'engager. « J'ai été témoin, dit-il, de tant d'histoires douloureuses, de pauvreté et de maladies terribles qui pèsent sur les communautés victimes d'abus au Vietnam. Elles sont privées de leurs terres et de leurs ressources et ne peuvent pas s'exprimer, en particulier dans les endroits où se trouvent des centrales électriques au charbon. » Donc, quand il s'est rendu compte de tout cela, Dan Dinh Bac a créé une association en 2007. Cette association est donc destinée à venir en aide aux communautés qui souffrent le plus du dérèglement climatique et des pollutions qui sont occasionnées par les grands projets industriels qui massacrent et l'environnement et la santé de ces communautés. Et puis, en 2021, avec son association, ils ont organisé 17 jours d'action pour remettre en cause la forte dépendance du Vietnam à l'égard du charbon en tant que source d'énergie.
Et le 24 juin 2021, donc cette même année, Dang Dinh Bach a été arrêté. Et puis alors, ça se fait beaucoup au Vietnam, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on l'accuse d'évasion fiscale. Ah voilà, et donc c'est un grand classique, et lui, de ce fait, il est condamné à 5 ans de prison. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce que l'on voit dans tous ces cas-là, c'est que les conditions d'incarcération sont dramatiques. Lui aussi, il est à l'isolement. Lui non plus, on voit sa santé qui se délabre à une vitesse grand V. Il n'a aucun soin, et malgré ça, depuis, il a quand même commencé 6 grèves de la faim pour réclamer de meilleures conditions carcérales pour lui et ses codétenus, et pour réclamer toujours et encore le respect de l'environnement. C'est pourquoi il est extrêmement important que l'on soutienne ce garçon, pas seulement pour lui, pas seulement pour les Vietnamiens, mais chaque militant des droits de l'environnement milite pour tous les hommes, parce qu'il milite pour les droits de la terre. Et c'est donc important. À toi, Nicolas, pour la suite. Alors, on va rester en Asie, mais plus à l'ouest, puisque c'est d'un cas turc que je vais vous parler. C'est l'histoire de Sebnem Korur Finkansi, qui est une médecin légiste internationalement reconnue. Elle est célèbre pour son travail en faveur de l'éradication de la torture. Mais elle a travaillé avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, et elle préside l'Union des médecins de Turquie. Donc c'est une personnalité, et on pourrait penser qu'une telle personnalité est à l'abri du harcèlement de l'État. Mais c'est le contraire qui se passe. Elle est constamment harcelée par les autorités turques. En fait, depuis qu'elle a appelé à une enquête sur la possible utilisation d'armes chimiques par l'armée turque en Irak, elle a été condamnée en janvier 2023 pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Elle a fait appel, mais elle risque une peine de prison si sa condamnation, bien sûr, est confirmée, uniquement pour avoir exprimé ses inquiétudes en tant qu'experte. Donc le gouvernement turc, et c'est un cas emblématique en Turquie, ne cesse de réprimer la liberté d'expression, limitant le travail en faveur des droits humains de personnes même aussi éminentes que Sebnem. Je vous rappelle qu'elle est présidente de l'Union des médecins de Turquie. Elle, c'est une femme, une volonté de faire, elle a toujours refusé d'abandonner. Ce qu'elle dit, c'est « Je n'ai jamais eu l'habitude de baisser la tête face aux autorités ». Alors, il y a aussi une constante, vous l'avez entendu, c'est que dans tous ces cas, les personnes, ou pratiquement tous, les personnes incarcérées sont condamnées pour, bien entendu, des actes de terrorisme ou proches du terrorisme. Ça, c'est le grand mot qui fait peur au public. Donc, on applaudit dans les pays en question, bien entendu, on présente ces personnes comme d'affreux terroristes. Alors, moi, je vais continuer avec l'Asie, avec un sacré personnage. Certains d'entre vous, d'ailleurs, à Paris, ceux qui sont à Paris, ont peut-être entendu parler de lui parce qu'il est venu à l'occasion des Jeux paralympiques. Je vais vous dire un petit mot. Il s'agit d'un Coréen du Sud, Kyung Seok Pak, qui aujourd'hui a 63 ans. Il y a 40 ans, il a eu un accident de deltaplane qui l'a laissé paraplégique. Ça veut dire qu'il ne peut pas se déplacer. Il ne peut se déplacer plutôt qu'en fauteuil roulant. Et depuis, il s'est rendu compte qu'en Corée du Sud, et en tout cas à Séoul, rien n'est fait ou pas grand-chose pour les personnes qui sont en fauteuil roulant et les personnes en situation de handicap de façon générale. Impossible d'aller dans le métro, comme chez nous d'ailleurs. Il n'y a pas d'équipement nécessaire, ce qui fait que les personnes ne peuvent pas aller au travail, ne peuvent pas socialiser. Il s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal d'accidents, plusieurs blessés et même des tués dans les transports en commun du fait de ce manque d'équipement sécurisé. Il s'est rendu compte aussi que les usagers eux-mêmes pouvaient être violents avec les personnes en situation de handicap. Donc il a rejoint une association qui s'appelle Solidarité, et comme c'est quelqu'un qui a, du tempérament et qui baisse pas les bras non plus, il a organisé avec ses petits camarades en fauteuil roulant des manifestations
qui sont fortement réprimés. Alors c'est vrai qu'il enquiquine tout le monde, parce que quand vous voulez prendre votre métro et que vous ne pouvez pas rentrer dans la station parce qu'il y a une vingtaine de personnes en fauteuil roulant qui vous empêchent d'entrer, c'est vrai que ça gêne. Mais c'est vrai aussi que c'est la seule façon de se faire entendre. Mais alors, là-bas, la répression a été terrible et est toujours terrible. Qu'on imagine sur une des vidéos, on le voit une fois, tous ses camarades et lui s'étaient attachés les uns aux autres avec des chaînes. Ça n'a absolument pas gêné les forces de l'ordre qui ont essayé de l'étrangler avec ces chaînes, qui l'ont tiré hors de son fauteuil et l'ont traîné par terre. Voilà comment on traite les personnes en situation de handicap, en tout cas à Séoul. Il est venu donc, comme je vous le disais, à Paris à l'occasion des Jeux paralympiques et il a organisé avec des petits camarades un happening sur la ligne 14. Vous savez peut-être pour les Parisiens que la ligne 14 est entièrement automatique et que c'est sans doute une des seules stations, une seule ligne de métro dans lesquelles il y a suffisamment d'ascenseurs pour que les personnes en fauteuil roulant puissent venir. C'est la seule. Donc, il a, pendant plusieurs heures, fait ce happening pour alerter justement sur la condition des personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi est-ce que Amnesty l'a adopté ? Là encore, ce sujet des personnes en situation de handicap, trop souvent oublié, est un sujet extrêmement important. Lui, il fait l'objet pour le moment de plusieurs... de plusieurs poursuites judiciaires. Il y a plusieurs procès contre lui. On lui réclame à peu près 650 000 euros d'amende. Donc, il est évident qu'il a besoin d'être aidé et soutenu. Alors, ça marche, ces affaires, parce que petit à petit, à Séoul, on commence à prendre des mesures pour mieux sécuriser les équipements dans les transports en commun. Donc, ça vaut le coup de manifester et de l'encourager. Voilà pourquoi nous parlons de Kyung Seok Park. Ça se dit une chose très importante aussi, que ce cas concret, les personnes qui ont pu contribuer avec sa don et son activité qui se traduit en un moyen économique, on peut savoir la destination de cette moyen en tant que les cas ils sont présents, ils sont dans lesquels Amnesty International de le 15e est en train de travailler. Je me trompe ou non? Absolument pas. Vous ne vous trompez pas. C'est tout à fait le cas. En fait, quand on voit tous ces cas-là, même si ce sont des pays différents de nous, on peut tous s'identifier à ces personnes qui sont dans des situations professionnelles ou dans des situations personnelle qui pourrait être la nôtre ou celle de notre voisin ou celle d'un membre de notre famille. Je vais justement en parler d'un autre cas, d'une jeune femme angolaise qui s'appelle ou qui est connue sous le nom de Net Nahara. En fait, c'est une jeune femme, son vrai nom, véritable nom, qui s'appelle Ana de Silva Miguel, qui est une personne qui est âgée de 32 ans. Elle est chanteuse et mère de 2 enfants. C'est une influenceuse sur TikTok où elle est plus connue sous le nom de Net Nahara. Son engagement sur les réseaux sociaux, en fait, est parti de ce constat incompréhensible pour la majorité des Angolais, un pays avec autant de potentiel que l'Angola, riche de son hydrocarbures et de ses ressources naturelles, laisse pourtant, comme plein d'autres pays, une bonne partie de sa population dans la pauvreté. Alors, choquée par cette situation, le manque d'écoles, d'emplois, d'opportunités, elle s'est emparée des réseaux sociaux et de TikTok pour créer un nouveau personnage. Et d'Ana da Silva Miguel, elle est devenue Net Nahara, pour encourager les femmes à s'éduquer et à devenir indépendantes. Elle a aussi courageusement révélé vivre avec le VIH.
Ce qui est arrivé, c'est que, engagée, elle s'en est prise au gouvernement du président en direct sur TikTok. Et à ce moment-là, les autorités angolaises ont appliqué une nouvelle loi qui est conçue pour étouffer les voix critiques comme celle de Net. Elle a été arrêtée le lendemain même et elle risque maintenant de passer plusieurs années en prison pour avoir insulté, entre guillemets, le président. Alors, c'est une jeune femme qui a été séparée de ses enfants. Les autorités lui ont refusé initialement son traitement vital contre le VIH, qu'elle a finalement réussi à avoir, mais après de longs mois. Et c'est un cas qui n'est pas isolé. Il est emblématique de la situation en Angola. Donc, comme Net, d'autres personnes sont détenues arbitrairement, maltraitées pour avoir osé s'exprimer. Donc, c'est une situation emblématique d'une jeune femme dans un pays qui s'est engagé pour encourager les femmes à s'éduquer, qui se retrouvent en prison. Emmanuel a mis les doigts sur la constante générale par le monde entier et il y a beaucoup de choses à considérer. Un, c'est que dans tous les pays du monde, les défenseurs des droits humains, de la nature, ont été en train d'agresser pour l'État, n'importe quel. Au Mexique, nous avons, dans cette dernière année, 10 personnes qui ont été assassinées, en tant que la défense des groupes originaux, des groupes de lutte pour la conservation de la forêt. Ensuite, tout ça, c'est plus aggravé quand l'État a mis des politiques, lois et aussi la force directe pour impressionner les personnes et pour faire l'exemple de je ne sais comment ça s'appelle, de système punitif de l'État. Donc, c'est une situation que les personnes normales, on doit avoir la connaissance et aussi la possibilité de faire un front de dénonciament, de solidarité, de participation de ces missions très, très ponctuelles de dénonciament de cette situation. Je crois que ça, avec cette émission, nous avons la prétention de réagir à une situation d'abus, mais aussi de, comment ça se dit, despertar, como wake up, des consciences. Oui, de faire les choses positivement actives. Et ça, c'est une opportunité que je crois que plusieurs organisations non gouvernementales doivent renforcer. Qu'est-ce qu'on peut faire les personnes normales, entre guillemets, dans cette... Comment est-ce qu'on peut s'engager avec la section d'Amnesty International dans le 15e? Dans le 15e, c'est un peu comme pour tout le reste de la France et dans même toutes les sections d'Amnesty International, tous ces cas dont nous vous parlons, toutes les sections d'Amnesty International dans le monde sont engagées ou s'engagent à les défendre. Nous sommes une communauté de 10 millions de membres et sympathisants et lors de ces 10 jours ou autour de ces 10 jours, on engage d'autres millions de personnes, dont vous, j'espère bien, à participer à ces pétitions. Vous pourrez les trouver notamment sur le site de la radio, mais aussi tout simplement sur le site www.amnesty.fr et vous trouverez toutes ces pétitions. Sur le site de la radio et l'émission de Juanito, nous allons mettre des vidéos que vous pourrez visualiser. Vous verrez les personnes en question, voilà. Vous aurez aussi les pétitions. Donc, vous aurez tout ça et nous vous engageons. Pour certains de ces cas, vous pouvez dès maintenant signer, cliquer pour signer les pétitions. Vous pouvez le faire.
Alors, j'en profite pour rebondir, parce que tu parlais du Mexique, et c'est vrai que l'Amérique, et notamment l'Amérique latine, est la championne des meurtres, des assassinats de défenseurs des peuples autochtones, des défenseurs de l'environnement. Ça, on arrive à des chiffres absolument incroyables, je ne les ai pas en tête là, mais c'est assez impressionnant, et depuis très longtemps, d'ailleurs, le rapporteur spécial à l'ONU pour les défenseurs des droits humains, Michel Forst, pour ne pas le nommer, dénonce cela depuis des années. Donc, moi, je voudrais vous parler de deux cas, d'ailleurs. Un en Argentine, donc encore un cas emblématique, du jeune Joël Paredes, 28 ans. Donc Joël est céramiste de métier, jeune père de famille, et qui joue aussi pour le plaisir dans un orchestre folklorique. Lui, il joue du bombo, qui est un énorme tambour de là-bas, de sa région. C'est la région de Jujuy, je ne sais pas si on prononce comme ça, en Argentine. Et notamment le 30 juin 2023, avec tout son orchestre, il participait à une joyeuse, entre guillemets, manifestation pacifiste qui s'était organisée pour protester contre une réforme de la constitution provinciale. Cette constitution prévoyait des restrictions du droit de manifester, parce qu'elle met en péril les droits fonciers des peuples autochtones et de l'environnement de la région. Et ces changements de la Constitution avaient été approuvés sans que les peuples autochtones en question, ni le peuple de cette région, soient consultés. Donc, grosse manifestation, musique, comme on sait bien faire en Amérique latine, ça danse, ça chante, sauf qu'au petit matin, la police est intervenue et a commencé à tirer à balles en caoutchouc sur la foule. Plusieurs blessés, notamment Joël, qui s'est pris une balle dans l'œil. Et malgré les soins qui ont pu lui être apportés, il a perdu son œil. Depuis, Joël souffre terriblement de migraines ophtalmiques, on imagine bien. Pour son métier de céramiste, c'est très gênant de ne voir que d'un œil, mais c'est surtout ces souffrances qui sont importantes. Depuis 1 an, il demande justice. Il n'a pas réussi à obtenir la moindre enquête que ce soit. Donc, nous demandons pour Joël justice. Mais pas que pour Joël. Il n'est pas le seul à avoir été blessé. Et pas simplement pour cette blessure, mais aussi pour ces droits des peuples autochtones de la région, comme dans toute l'Amérique latine, à voir l'environnement et leurs terres préservées. Donc voilà pour le comme je le disais tout à l'heure, à propos du journaliste vietnamien qui défend le droit de l'environnement, c'est la même chose pour Joël. Et ce sera la même chose pour le cas dont je parlerai tout à l'heure, les peuples autochtones du Canada. Ces gens travaillent et œuvrent non pas pour eux, mais pour toute la terre et pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons les aider. Claro. Y nous avons la ligne de dire que les exemples concrets de crunch, de marrer toute l'action pour le cas général. Parce que si bien ils sont significatifs, comme tu viens de dire, comme vous venez de dire, Manuel, Emmanuel, on doit voir que c'est une chose sinon normale, parce que ça, c'est une chose que ne peut pas se considérer la normalité. C'est opposé à les bons critères de respect à la vie, considérer les choses comme « Ah, je ne peux pas rien faire parce que c'est normal ». La violence, ce n'est pas normal. La violence, c'est une politique de contrôle et de soumission qui doit être éradiquée. Ça, comme Nicolas bien dit au début de cette émission, c'est une chose qu'on peut avoir le temps d'une génération, mais nous avons, comme se dit aujourd'hui, la tendance à faire bien les choses. Je vous invite à une petite pause musicale parce qu'il y a un groupe qui sa titre de sa chanson en anglais,
on doit donner un espoir. It would be nice. It would be nice. Just lost the love of a good man. I believe it's a bad sign. Just lost the love of a good man. I believe it's a bad sign. You know I tried to love him right, but I loved him wrong all the time. You know he used to love me, used to hug me all night long. You know he used to love me, used to hug me all night long. But now he don't wanna know me. I might as well be dead and gone. And now he's meant to me, mister. He mistreats me all the time. I said he's meant to me, mister. He mistreats me all the time. And now he don't wanna know me. Oh, it would be nice if it said why sometime. Trap it on the foot. I will be nice. Un blues très dur, un blues à l'estil de Frequenza Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi l'émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier.
aquí somos, aquí estamos. Et aujourd'hui, consacré à connaître Amnesty International depuis deux témoignages très engagés socialement à Paris, et que nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission qui correspond à le dimanche le 10 novembre de cette année. Le dimanche 10 novembre de cette année, c'est l'anniversaire de la mort de mon fils. Bueno, en tout cas, nous allons commencer la dernière partie et je vous invite à suivre les témoignages et les récits des cas que nous présente le travail de Amnesty International avec Nicolas et Emmanuel. Allez-y. Merci, Juanito. Alors, avant de présenter le cas suivant, je voudrais dire un mot sur la question que vous avez posée sur comment et puis quel sens ça a de militer à Amnesty ou de faire partie d'Amnesty. Quand on est à Amnesty, en fait, on est amené à rencontrer des défenseurs des droits humains qui viennent d'un peu partout du monde. Et des gens qui sont dans des situations vraiment très difficiles du fait de leur position, harcelés, comme on vient de parler, menacés de prison, on en a parlé aussi, et dont la vie elle-même est menacée. Tous ces gens, quand on les rencontre, ils nous disent combien les combats et le soutien d'Amnesty est important pour eux, à cause de notre taille, de notre prestige, de l'ampleur de notre réseau militant, de nos valeurs. Amnesty est un phare pour tous ces gens-là. Et donc, il faut bien comprendre, quand on dit qu'on est indépendant, on est très dépendant, en fait, de chacun de nous, de chacun des membres. Et déjà, dire qu'on va donner de l'argent à Amnesty, c'est s'engager et permettre que ce phare continue à briller pour tous ces gens dans le monde qui défendent les droits humains. Alors, je vais maintenant vous parler d'un cas plus proche de nous, puisque c'est en Europe, en Bélarus. Et il s'agit de Maria Kolesnikava. Alors, Maria Kolesnikava, c'est une musicienne, mais on la connaît parce qu'elle s'est impliquée énormément dans la dernière élection présidentielle en Bélarus. Alors, on connaît la situation en Bélarus, c'est une dictature terrible, et la dernière élection présidentielle, on sait qu'elle a été volée par le président en place et que c'est l'opposition qui avait gagné. Alors, quelle est l'histoire de Maria ? Elle a rejoint la campagne de la candidate indépendante, Svetlana Tikhanovskaya, et avec une autre femme, Veronika Tsepkala, ils ont mené cette campagne, puisque tous les autres candidats masculins avaient été emprisonnés ou forcés de fuir le Bélarus. Donc dans ce pays où les droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion sont pour le moins fortement restreints, elles appelaient au changement et, comme je l'ai dit, les résultats de l'élection montraient que les résultats honnêtes de l'élection montraient que l'opposition avait gagné. On connaît tous la suite. Le gouvernement de Loukachenko s'en est pris à refuser les résultats des élections, s'en est pris aux opposants. Les manifestations pacifiques ont été réprimées avec violence. Et le 7 septembre 2020, Maria a été enlevée par les autorités bélarusiennes, traînée dans une camionnette par des hommes masqués, emmenée à la frontière où on a intimé de quitter le pays. Elle a réussi à s'échapper de la camionnette et à déchirer son passeport pour empêcher son expulsion. Résultat, elle a été arrêtée, placée en détention et condamnée à 11 ans d'emprisonnement sur la base d'accusations atteinte à la sécurité nationale et extrémisme. Alors, ce n'est pas terrorisme qui a été employé ici, mais c'est extrémisme. On n'en est pas loin. Elle est détenue au secret depuis plus de 500 jours. Imaginez ça,
500 jours, alors qu'Emmanuel nous rappelait 10 jours maximum, dans une colonie pénitentiaire pour femmes. Elle est privée de tout appel extérieur, de toute visite, de toute lettre, n'est pas autorisée à parler avec d'autres prisonnières. Selon des sources confidentielles, sa santé s'est gravement détériorée et elle ne pèse plus que 45 kilos. C'est vrai que c'est un cas très, très touchant, surtout cette pression contre les femmes dans le monde, c'est chaque jour signaler la cruauté des systèmes. Maintenant, je dois dire que le temps, c'est l'assassin de l'émission. Nous avons 10 minutes pour donner des informations à les gens qu'on aime écouter et travailler et se solidariser avec Amnesty International qu'on peut faire. Donc, je vous invite à donner toute cette information. Et bien sûr qu'on peut avoir la possibilité de répétition de cette émission ou de connaître les cas, comme bien a dit Emmanuel, de présenter dans l'espace de Aquí Somos, Aquí Estamos en YouTube, Super Bonfly, des émissions et des informations sur les cas en que on peut appuyer à Amnesty International. Merci. Je voudrais juste dire un petit mot sur le dernier cas dont on voulait parler, qui là est en Amérique du Nord, au Canada, en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un peuple autochtone, les Wet'suwet'en, qui sont criminalisés, harcelés, et qui se battent parce qu'une grande entreprise, Titsi Energy, installe, avec bien sûr l'aval du gouvernement, mais sans l'aval des peuples autochtones, un gazoduc qui sera le plus important du monde entier, le plus long du monde entier. Ce gazoduc passe sur les terres ancestrales de ces peuples autochtones. Il faut voir les photos, il faut voir ce que ça donne. Ça bousille absolument tout. Là encore, nous avons un cas de non-protection de l'environnement et de ces communautés qui se battent pour la préservation de leurs terres. Parce que ça veut dire tuer la rivière, tuer la faune, tuer la flore et tuer les terres sur lesquelles leurs ancêtres, leurs grands-parents sont enterrés. Donc ils se battent contre ça. Le gouvernement n'a absolument pas le droit de faire ce qu'il veut sur ces terres. Ces terres appartiennent à ces peuples, les Wet'suwet'en. Donc c'est important pour eux, comme je le disais tout à l'heure, c'est important pour tous les habitants de la Terre que ces terres soient protégées. Voilà, donc nous avons parlé de ces 9 cas. Vous pourrez les retrouver sur le site de la radio, sur le site de l'émission donc de Francesco de Juanito. Vous pouvez les retrouver donc sur le site d'Amnesty. Je le répète, www.amnesty.fr, tout simplement. Vous aurez les vidéos qui parlent de chacun des cas. Vous aurez les pétitions sur lesquelles vous pouvez cliquer. Maintenant, comment peut-on agir si on veut aider Amnesty ? Vous pouvez, comme l'a dit Nicolas, tout simplement faire des dons. Ça, c'est les bienvenus parce que notre indépendance financière dépend de ces dons, bien entendu. Et puis, vous pouvez faire un petit peu plus, c'est-à-dire aller sur le site amnesty.fr. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de pétitions, beaucoup plus d'occasions d'aider les défenseurs des droits humains et de dénoncer les violations des droits humains que les 9 cas dont nous vous avons parlé. Et ça, vous pouvez y aller très régulièrement. Vous pouvez aussi décider d'être membre individuel d'Amnesty International France. Et ça veut dire que de chez vous, vous allez sur le site, vous pouvez recevoir une lettre trimestrielle ou semestrielle d'Amnesty qui vous donne des informations sur certains cas, qui vous engage à faire un courrier ou deux pour défendre des personnes. Ça, voilà. Et vous pouvez rejoindre un groupe d'Amnesty, ce qu'on appelle un groupe local. Soit vous êtes étudiant et vous pouvez rejoindre ce qu'on appelle une antenne jeune, donc qui sont créées dans des écoles, dans des grandes écoles, dans des lycées, dans des universités.
Ces antennes jeunes, bien entendu, ne perdurent pas forcément. Par définition, les étudiants, ils ne restent pas étudiants à vie, et heureusement pour eux. Mais ce que nous espérons, c'est que quand ils ont participé à une antenne jeune, des petites graines ont été plantées et que plus tard, ils auront envie de continuer à militer pour Amnesty. Donc vous, étudiants, renseignez-vous. Dans votre ville, il y a peut-être une antenne jeune. Et puis, vous pouvez donc rejoindre une autre forme de groupe local, le groupe du 15e, par exemple, qui s'appelle Paris Volontaire, parce qu'il y a une station de métro qui s'appelle Volontaire et que ça nous a semblé intéressant de prendre ce nom. Oui, on est volontaire pour la défense des droits humains. Mais partout aussi en France, il y a des groupes locaux dont le rôle est multiple. La dénonciation, bien sûr, des violations des droits humains, la promotion des droits humains, en faisant notamment de l'éducation aux droits humains. Notre rôle, en tout cas ce que nous souhaitons développer, c'est d'aller par exemple dans les écoles, mais nous devons être invités par les enseignants, par les proviseurs, pour former les élèves aux droits humains, les droits que sont les leurs. Les petits doivent savoir qu'on ne peut pas les toucher sans leur volonté, mais malheureusement, ils ne le savent pas toujours. Non seulement donc les droits qui sont les leurs, mais les droits des autres. Plus on ira former les jeunes aux droits humains, plus on aura de chances qu'ils soient imprégnés de cette volonté de les défendre. Donc, nous avons aussi un rôle de plaidoyer, d'aller voir nos élus pour leur parler des droits humains et pour essayer de leur faire entendre raison quand ils veulent prendre des mesures comme la Xème loi contre l'immigration, par exemple. J'ai un peu trop parlé là. Non, c'est le temps que c'est vraiment les limites. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel, Nicolas. Je crois que c'est riche de savoir tout ce que vous avez fait dans les petits groupes locaux, mais toute l'action qu'on fait à Amnesty International. Je vous prie un grand remerciement à vous et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez. Nous pourrons parler aussi souvent avec une petite capsule des choses à faire en Amnesty International. Merci beaucoup, Juanito, de nous avoir invités. C'était très important pour nous de pouvoir parler d'Amnesty. Qu'est-ce que tu nous laisses encore comme temps? Non, je vais fermer la émission avec un morceau spécial parce que Nicolas me a demandé si yo jouais l'harmonica. Bueno, c'est una participación dans un lieu de jam que s'appelle Nuevo Cosmos. Conmigo será hasta la próxima semana y dejamos este programa correspondiente al domingo 10 de noviembre del año 2024, en el que pues hemos pasado un rato muy interesante de conocer la información y las acciones que se hacen para poder colaborar con una organización no gubernamental internacional conocida como Amnistía Internacional. Hasta la próxima.